Maintenant, je m'appelle Anne-Fleur Doré, je travaille au SM3A avec mon collègue Cyril Jousse, et moi je suis plutôt sur le pôle sage et les questions quantitatives, et une partie du réseau du coup qu'on va installer sur la question quantique. Et bonjour à tous, donc Cyril Jousse, je travaille au pôle inondation du coup à SM3A. Du coup, je vais commencer par présenter un petit peu le territoire et puis la structure rapidement, comme ça vous avez un peu le cadre général. Donc du coup, le SM3A, son territoire, c'est à peu près la moitié du territoire de la Haute-Savoie. Il s'étend globalement entre le massif du Mont-Blanc côté est et puis le lac Léman. Alors la petite particularité, c'est que le bassin versant, il est transfrontalier, donc les 10 derniers kilomètres de l'Arve sont du côté suisse. Et donc c'est un bassin versant qui est très montagneux. Donc on a globalement 60% du territoire au-dessus de 1000 mètres, voilà, une partie qui est englacée sur le massif du Mont-Blanc. Il y a un peu plus de 2000 km² de bassin versant, 105 communes. Autour de 400 000 habitants, en sachant qu'il y a une grosse variation annuelle avec beaucoup de tourisme. Un territoire qui est très dynamique aussi, avec une forte croissance. Et puis voilà, ce qui est assez lisible chez nous, c'est qu'on a un périmètre du PAPI et du SAGE qui correspond au périmètre de l'EPTB. Et globalement, voilà, les périmètres sont bien superposés, donc c'est assez simple. Et le territoire du SM3A, finalement, il correspond au bassin versant français de l'Arve. Donc voilà, il fait à peu près 2000 km². Comment ? Voilà, et un tout petit bout du bassin versant à l'aval qui est du côté de Genève. Donc la structure s'occupait historiquement que de l'axe Arve et donc progressivement s'est étendue sur les différents affluents. Donc elle a été créée autour de 96, donc voilà, bientôt 30 ans d'existence. Donc nos membres sont les communautés de communes du territoire, donc il y a un peu plus d'une dizaine de PCI. On est presque une quarantaine d'agents maintenant, donc on a bien grossi. Et globalement, voilà, nos compétences sont la prévention des inondations, la gestion des cours d'eau, l'Arve étant un cours d'eau domanial, la gestion des milieux aquatiques et puis bien sûr la gestion de la ressource en eau. Et, voilà. Et puis grosse étape, on va dire, historiquement, c'est la prise de compétence GEMAPI en 2017 sur l'ensemble de notre territoire. Dans l'équipe, globalement, on est organisé en 4 pôles. Le pôle prévention des inondations dont je fais partie, un pôle protection des milieux aquatiques en bas dont fait partie Anne-Fleur avec notamment le volet SAGE et gestion quantitative. Un pôle entretien des cours d'eau, donc là qui s'occupe plutôt de la gestion des cours d'eau quotidiens, boisement, matériaux. Et puis un pôle administratif qui vient en soutien. Et puis voilà, donc pour le cadre général, après oui, on ne l'a pas dit, mais n'hésitez pas à intervenir, à nous couper la parole pour poser des questions au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Et donc je passe la parole à ma collègue. Du coup, comme vous avez expliqué Cyril, en tant que syndicat de gestion rivière et compétent de l'API, il y a l'intérêt de la connaissance des hydrosystèmes et de l'hydrosystème complet du territoire. Il est inévitable, il est primordial et il est partagé par tous les agents. En revanche, les objectifs d'usage de la donnée ils sont différents entre la prévention des crues et la gestion quantitative et les étiages. Suivi des étiages, et ça a déjà été bien balayé par des présentations justement, mais c'est un petit peu ce qui va construire notre présentation à 2 voix et qui va expliquer, on va tenter aussi de montrer quels vont être les choix faits sur le réseau et pour répondre à ces différents objectifs. D'un point de vue historique, le cadre aussi de l'installation de notre réseau, il est cadré par les deux gros contrats qui ont été mentionnés par Cyril un peu avant, le PAPI, dont l'engagement de premier a été fait en 2014, et puis le document du SAGE, le schéma d'aménagement, dont l'approbation officielle était en 2018. Et ces deux cadres-là, le PAPI, c'est Cyril qui vous fera un petit peu plus de détails juste après.
Mais sur le SAGE, donc ce document-là, officiel en juin 2018, il est constitué d'un certain nombre de dispositions qui cadrent et qui programment l'action pour la préservation de la ressource, notamment. Et dans le cadre de l'aspect quantitatif, il y a un certain nombre de dispositions qui ont permis d'une part de lancer des études quantitatives qui sont appelées Quanti 4 pour estimer des volumes prélevables. Dans le cadre de ces études quantitatives, on a identifié des territoires prioritaires qui sont en rouge sur cette carte, sur lesquels en fait on avait besoin de données d'entrée et de connaissances pour pouvoir alimenter ces études EVT. Ça, c'était le cadre de Quanti 4, mais il y a également d'autres dispositions qui étaient plus attenant à l'acquisition de connaissances, qui étaient Quanti 6 et puis Quanti 5 aussi. Ah, j'ai oublié de mentionner, Quanti 4, c'est sur les territoires prioritaires, mais on a également une disposition qui s'appelle Quanti 5, qui visait à avoir la même démarche sur les têtes de bassin plutôt. Et donc, dans le cadre de ces deux dispositions, on avait besoin d'acquisition de données et de données débimétriques. Et c'est la disposition Quanti 6 sur l'installation d'un réseau de mesure qui a cadré un peu dans cette démarche métrique. Ce réseau, qui avait du coup une initiative plutôt quantitative, il a été rejoint ensuite par le pôle prévision des crues qui s'est dit qu'on allait avoir un objectif commun, installer un réseau global. Et ça, c'était en 2020. Et en fait, entre 2018 et 2024, on alimente un petit peu ce réseau-là de stations domestiques. La carte qui est présentée, c'est la localisation de stations. Donc on en a, on le détaillera plus tard, on en a 8 qui sont plutôt axés quanti, enfin qui sont même principalement axés quanti, et 16 qui sont prévisions des crues. Sur nos 8 stations, il y en a une qui a un objectif commun, c'est la neige. Donc voilà la répartition géographique de ces stations. Donc on voit qu'on a essayé de balayer à peu près tout le territoire. Mais il y a aussi les mots dont on donnera deux mots juste après sur comment est-ce qu'on a choisi la localisation. Du coup, je vais vous parler un peu plus de prévention des inondations. Donc effectivement, notre Bible, ça reste le SAGE. La SLGRI est bien sûr cohérente avec ce document-là. Et dans cette stratégie-là sur le risque inondation, on a aussi des dispositions. La première, elle vise à poursuivre l'amélioration de la connaissance de l'aléa. Donc clairement, la mesure de débit permet de mieux comprendre le fonctionnement des crues, à la fois les débits de pointe, les propagations, etc. Et puis il y a aussi une disposition qui parle de gestion de crise. Et bien sûr, c'est même l'objectif prépondérant là, sur le volet inondation, c'est d'améliorer l'anticipation des crues et la gestion de crise. Et donc du coup, dans ce cadre-là, on cherche à déclencher les alertes en fonction de dépassement de seuil de hauteur de débit. Donc dans le PAPI, comme l'a dit Anne Fleur qui a démarré en 2014, du coup on avait initialement 2 actions qui visaient ces objectifs-là. Une première action sur l'appareillage du bassin versant et puis une deuxième action sur le développement d'un système d'alerte de crue. Donc bien sûr ces actions-là ont été financées à peu près à 50% du coup par l'État. Je vais y revenir, mais c'est vrai que pour la prévention du risque inondation, bien sûr le choix des sites, il est fait en fonction de ces objectifs-là, et on a cherché du coup des sites qui se situaient plutôt en amont des zones à enjeu, des zones inondables, pour anticiper les débordements. Donc on a aussi un autre cadre réglementaire qui est celui de la gestion des digues, puisque bien sûr le SM3A est gestionnaire d'un réseau de digues qui est assez important. Et donc je pense que vous êtes assez familier avec cette réglementation-là qui a été encore complétée en 2022 avec cet arrêté qui nous demande d'aller encore plus loin sur la description de seuils d'alerte. Et puis sur notre organisation à mettre en place en fonction de dépassement de seuil à l'échelle de chaque système d'endiguement. Donc en fait c'est sur ce volet-là qu'actuellement on vient compléter encore notre réseau maintenant pour
pour pouvoir répondre à ces exigences-là et puis voilà, décliner un document d'organisation par système d'endiguement. Donc pour refaire un petit peu l'historique et puis pour vous présenter un petit peu le tableau là, de l'équipement sur notre territoire, effectivement historiquement il y avait déjà beaucoup de stations en fait, hein. Il y avait 7 stations déjà DREAL en fait avant 2018, donc avant qu'on commence à nous à s'équiper. Plutôt sur les grands axes, donc voilà sur les axes principaux. Et puis je ne l'ai pas dit, en fait, dans le PAPI, l'État était aussi affiché pour renforcer son réseau de mesures propres. Donc ça, c'était sous maîtrise d'ouvrage de la DREAL, le service de prévision des crues, parce qu'il y avait une demande forte aussi du territoire pour être éligible au dispositif Vigicru. Donc en fait, la DREAL, à partir de 2018, a renforcé son propre réseau. Et donc les 7 stations qui existaient sont devenues aujourd'hui 14 stations. Je crois en gros ils ont doublé le nombre de stations en rajoutant, en doublant aussi des stations EDF, puisqu'il y avait aussi pas mal de stations EDF. Voilà, et donc aujourd'hui en termes de gestionnaire de stations, donc on a bien sûr la DREAL, on a EDF, on a aussi le canton de Genève qui a des stations côté suisse. On a même un domaine skiable là, sur Samoin qui est une station à lui, et donc finalement on a tout un tas de gestionnaires qui ont des stations de mesure pour leurs propres besoins. Et donc du coup là en jaune sur la carte vous avez les tronçons qui ont basculé dans le dispositif Vigicru en 2020. Donc on a 3 tronçons éligibles chez nous, Arves médian, Arves aval, et puis le Gifre médian qui est le principal affluent de l'Arve, la rive droite. Et juste pour ajouter un mot sur l'installation complémentaire de notre réseau sur les stations Canty, je ne l'ai pas trop mentionné, on en parlera peut-être un petit peu après dans la présentation, mais comme ce qui a été mentionné ce matin, c'est un compromis entre le besoin d'équiper les affluents principaux de l'Arve, du Gifre, de l'Arve et du Gifre, oui, mais surtout de l'Arve. Et puis surtout aussi techniquement trouver les transects qui sont équipables, accessibles et stables. Attends, du coup, je ne l'ai pas dit, mais donc effectivement, ce réseau de mesures qui préexistait, finalement, il était beaucoup plutôt sur les grands axes et puis la partie basse du bassin versant. Donc en fait, nous, notre objectif au SM3A, c'était de compléter bien sûr ce réseau-là, et il se trouve que, enfin en tout cas pour l'objectif de prévention des inondations, c'était plutôt sur les petits affluents et sur les têtes de bassin versant, en fait. Donc nous, on est venu compléter le réseau, mais plutôt sur des affluents amont. Donc d'un point de vue objectif, pour les stations Canty, en fait, d'un peu d'installer ce réseau, c'est de pouvoir collecter de la donnée de débit précise, notamment sur des débits faibles et moyens. C'était de surveiller l'étiage, connaître aussi comment fonctionnait un petit peu les têtes de bassin, comme vous pouvez dire, civil, et puis de pouvoir mettre à jour et de créer des modèles hydrologiques. Et ça, c'était surtout dans le cadre des études de VP. C'était notre capacité aussi à pouvoir recaler les modèles hydrologiques conçus par les bureaux d'études face à la réalité. Et puis tout ça dans un contexte de changement climatique. C'est toujours le cadre de ces études de l'EP, c'est dans lequel ils seront connus aujourd'hui, on envisage, ou en tout cas qu'on prévoit d'observer plus tard, dans le futur. Et du coup, on se répète un peu, mais donc voilà, sur le volet inondation, donc on l'a dit, on a commencé à partir de 2018 à installer 7 stations avec cet objectif d'alerte en crue. Et on est en ce moment-là en train de rajouter des stations au droit des systèmes d'endiguement. Et en fait, on est en train de rajouter une quinzaine de stations. Donc en fait, entre les digues et puis l'objectif d'anticipation des crues, on aura plus d'une vingtaine de stations en fait. Plus, et au global, une trentaine de stations SM3A on va dire d'ici un an, quoi. Donc, d'un point de vue équipement et réseau, au global, les prochaines slides qui vont arriver, on va passer un petit peu vite parce que les présentations de la DREAL ont été quand même très concises, donc c'est à peu près la même chose. Les notations, elles sont équipées de la sorte.
Si ce n'est que du coup sur les Canti, c'est le choix des capteurs en fait entre les stations Canti et les stations Prévicru qui vont être différents. Sinon on a toujours une échelle linéométrique avec un support et un déflecteur, une armoire de centrale d'acquisition et de transmission de l'année. Pour le parc historique des stations Canti et Prévicru actuelles par les nouvelles sur les digues, on est quasiment en totalité sur du réseau GSM de transmission de données, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, et ensuite on a des capteurs piézo résistifs pour les stations Canti, et on a des capteurs caméra et radar pour les stations qu'on appelle Prévicru, c'est de la prévisométrie. C'est senti sur mer. Et ensuite, pour les systèmes d'énergie, les stations Canti qui sont des stations avec donc des piédomètres et de la donnée qui est relativement légère, on a des petites batteries qui tiennent plutôt bien la route, c'est un passage tous les 6 mois. Et puis par contre, pour des besoins plus conséquents, on a connexion au réseau par le réseau communal, enfin de la voirie publique, ou du solaire, comme ce qui a été expliqué par Maëlle. Et puis le fonctionnement, on a également la capacité donc, de transmettre la donnée en continu, avec une fréquence de transmission qui est modifiable, si je ne me trompe pas, si tu me corrigeras. Et puis également la possibilité de donner des alertes et de dépassement de seuil, surtout pour la prévision des décrets. Voilà. Pour les capteurs, c'est ce que je viens de dire. Bon, ça c'est du détail, c'est plus si vous voulez y revenir et équiper vos propres délupoirs. Donc pour les quantités des capteurs dédiés et restifs, et pour les Prévicru, des radars et puis des caméras. Et puis pour les digues, ah oui, et ça c'est la petite nouveauté, c'est pour l'équipement des digues, donc le changement principal c'est que donc il y aura à nouveau du capteur et de la caméra, mais c'est l'accessibilité de certaines de ces stations qui peuvent être un peu déconnectées des réseaux GSM. On va essayer, on tente, donc c'est du radar, ce que m'a dit Cyril, c'est le réseau LoRa, pour pouvoir équiper des endroits plus reculés et avoir de la donnée en continu de la même manière. Ça, c'est en cours dans cette chambre, on n'a pas de recul pour l'instant sur notre territoire. Là, je ne sais pas si c'est de la maths. Ouais, en complément de ce qui a été dit, là, j'ai pas trop insisté dessus, mais on va dire que initialement, l'objectif de nos élus, c'était plutôt d'avoir à disposition des alertes sur dépassement de seuil et pas forcément de débit. Donc on va dire que sur l'objectif de prévision des crues, l'objectif c'était vraiment de mesurer des hauteurs d'eau. Et en fait, on n'était pas sur l'objectif de mesurer du débit. Donc là, ça évolue un petit peu maintenant qu'on a un peu de recul, qui s'est passé quelques années. On va dire qu'on essaie de s'améliorer sur la mesure de débit, donc on fait des jaugeages. Mais c'était vraiment pas ça l'objectif initial. C'était vraiment de se mettre en relation une hauteur qui corresponde par exemple à un niveau de débordement, de mise en charge d'ouvrage. Donc voilà, on va dire, on va y revenir, mais c'est un peu plus simple d'en rester à la mesure de hauteur plutôt que de vouloir forcément mesurer du débit. Ouais. Pourquoi ils ont voulu aller sur des mesures de débit ? En soi, on a tous envie quand même d'avoir un débit en face. Voilà, il y a des correspondances qui sont plus faciles à faire entre stations quand on a du débit, c'est sûr. Donc voilà, initialement, on s'est fixé. En fait, on a avancé pas à pas, hein, je pense, comme beaucoup de structures. Donc le premier objectif, c'était de mesurer de la hauteur. Et puis maintenant qu'on va dire qu'on maîtrise un peu cette étape-là, on essaie d'aller un peu au-delà et de mesurer du débit, mais ça suppose des difficultés supplémentaires, quoi. Non, après, c'est une question d'énergie, quoi. Il faut mettre beaucoup plus d'énergie pour mesurer du débit. Et puis voilà, les jaugeages, ça prend du temps. Enfin, on va y revenir, mais ça n'a plus rien à voir en termes de coût aussi et de temps à y consacrer, quoi. Mais du coup, en fait, je vais en parler juste après. Donc, en fait, de se lancer dans cette aventure, on va dire, ça suppose de gérer pas mal de marchés publics. Donc, initialement, en fait, on a essayé de faire assez simple. Donc, au tout début, on s'est
on a regroupé les différentes prestations dans un marché unique, c'est-à-dire qu'on a intégré l'installation des échelles, des capteurs, l'établissement de des courbes de tarage, et puis aussi la maintenance dans un marché unique. Donc on a tout mis dans le même marché. Au départ, on avait mis de la maintenance sur une année renouvelable. Voilà. Et puis aussi pour le volet stockage des données et superviseur. Donc en fait tout ça, ça a été confié initialement au même prestataire qui est Ceno, hein, pour ne pas leur faire de publicité. Donc eux, ils savaient faire tout ça, donc voilà, très bien, on a démarré comme ça. Sauf que comme on a installé nos stations par paquet, voilà, on avait des marchés qui étaient différents parce qu'on a lancé ces installations par vague. Et puis, on a essayé d'abord de fusionner ces marchés sur le volet maintenance. Et puis, finalement, aujourd'hui, en fait, on a redécoupé les marchés par type de mission. Donc, on a un marché qui ne gère que de la maintenance, maintenant, sur l'ensemble de notre parc de stations. On a, alors, tu pourras en reparler après Anne-Fleur, mais sur les tarages, donc on a un marché qui ne fait que du jaugeage pour mettre à jour des courbes de tarage. Pour les stations Quanti, pour les stations prévision des crues, on a un autre marché parce que les jaugeages, c'est pas du tout la même chose. Donc on fait du jaugeage vidéo, là pour le coup, puisqu'on a des caméras sur nos stations qui nous permettent de faire de l'analyse d'images vidéo. Et puis, pour la supervision des données, maintenant on a un marché aussi à part. Je vais y revenir, mais voilà, en fait, on a scindé toutes les missions de cette manière-là. Du coup, tu peux garder la main, c'était juste le tarage. Vas-y. C'était pour parler du tarage. Et oui, on le fait automatiquement sur les stations Quanti. Et comme tu l'as dit, Cyrine, le petit marché des médias, c'est pour du jaugeage caméra, enfin du tarage avec des caméras, du jaugeage en crue. Et nous, le prestataire qui passe sur le jeu pour faire des jaugeages pour alimenter la courbe de tarage, on lui commande 4 campagnes par an, mais on ajuste beaucoup selon les besoins et selon les endroits de la courbe qu'on a besoin de conforter en termes de données sur 8 sites. Et on poursuit ce marché tous les ans et on accumule de la donnée comme ça, on ne s'arrête pas sur ce volet-là. Et ensuite, nous, en interne, tous les étés, on fait un jaugeage, une tournée ponctuelle de jaugeage suivi d'étiage. Qui nous sert plus, nous, à titre indicatif, de voir un point de repère annuel sur la période estivale, et puis qui cette année d'entrer aussi dans les études de VP pour contrôler aussi les calages de modèles hydrologiques. Voilà. Mais globalement, on essaie, je reviens sur la côte de tarage, sur nos stations Quanti. On a une volonté d'avoir une validité de nos données forte sur les bas débits, mais on essaie d'avoir des courbes de tarage fiables même sur les hauts débits pour avoir une connaissance globale de toute l'hydrologie du cours. Pour la maintenance, qui est également une prestation externalisée, bon, ça c'est un peu une mise à l'après-vert de ce qui est dedans, c'est pareil, c'est pour vous, si jamais il y en a qui veulent poster des cahiers des charges et qui sont inspirés, mais bon, ils se rendent par période de 6 mois sur les stations et ils ont un contrôle à distance déjà de l'état des batteries, donc ils savent aussi exactement quand est-ce qu'il faut y aller. Et puis ça, c'est de la routine et ils essaient d'entretenir la station pour qu'elle soit fonctionnelle et qu'elle transmette en continu la vie. Et puis nous, pour la connaissance de nos stations, et c'est un petit peu le nerf de la guerre, on va en parler juste après, on essaie de passer entre ces données d'ordonnance. Surtout parce qu'on a pas des stations qui sont très stables dans le transect où je l'avais dit. Et bon, il faut s'assurer comment varie ou peut le transect concerné, le tronçon et le transect. Et puis, il faut revenir de la bonne lettre parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'on fait confiance à des pots, mais parfois, on ne peut pas voir exactement tout ce qui s'y passe tant qu'on n'y va pas. Et puis, si tu as raison, je pense à vous. Là, c'est une petite slide pour vous montrer à quoi ressemble un superviseur, mais bon, je pense que vous avez tous un peu l'habitude.
C'est juste pour illustrer le superviseur finalement que nous mettait à disposition dès le départ Seno, là, qui nous a installé les stations. Donc c'est vraiment pour visualiser les données qui sont mesurées par nos propres stations. Voilà, il y a une interface cartographique assez classique avec l'accès aux données brutes qui sont également téléchargeables. Et puis comme on a installé des caméras sur les stations de prévision de crue, on a aussi l'accès à l'image caméra. Donc voilà, avec une fréquence aussi d'image qui est variable en fonction du débit. En fait, il y a un critère de hauteur sur la fréquence de prise d'image. Pour compléter sur la supervision, alors ça fait déjà un moment qu'on a l'objectif de concentrer en fait toutes les mesures qui se font sur le territoire sur un même superviseur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de producteurs de données sur le territoire, donc voilà, DREAL, EDF, Canton de Genève, Météo France et d'autres. Et donc, plutôt que de jongler entre les superviseurs de chacun, anciennement HydroRéel, Hydroportail, et puis les autres outils, dont les nôtres, là, par exemple avec le superviseur de Seno, on voulait vraiment avoir un outil unique, au passage qui nous permette aussi d'afficher de la prévision, parce qu'on a aussi un autre marché avec une mission de prévision de débit. Et donc on a testé ça sur une première version en 2021, mais il y avait quelques limites, notamment on n'avait pas de données d'image là-dedans, ça ne digérait que du débit et pas de la hauteur d'eau. Alors, on a pas mal de sites qui ne mesurent que de la hauteur encore. Et donc on est actuellement en train de passer un marché avec un nouveau prestataire sur un outil qui sera sûrement un peu plus complet. Donc il y a la question de la bancarisation des données aussi. Jusque-là, c'était Seno, donc notre prestataire historique, on va dire, qui stockait la donnée chez lui. Maintenant, on veut qu'elle soit stockée au SM3A, enfin en tout cas sur des serveurs SM3A. L'interface cartographique, ça reste un invariant. On a pas mal d'options aussi pour personnaliser les alertes SMS, mail en fonction de tout un tas de critères. Et puis, du coup, on va systématiser le versement de nos données de mesure vers l'hydroportail. Ça va se faire aussi de façon automatique avec ce type d'outil. Je parle des coûts. Pour les coûts, pour avoir une idée un peu globale, on a essayé de segmenter un peu les photos de fréquence. Pour un type de données, on est à peu près à 3 000 € par an. En fait, c'est une question pour les réseaux GSM, c'est un coût de transmission de données comme le téléphone portable. C'est des abonnements téléphoniques. Et puis après, avec les nouvelles stations, c'est un peu plus de 300 € par station et par an. Selon la quantité de données, selon la taille de la donnée à transmettre. Pour les coûts d'installation, ça dépend aussi beaucoup des données, des marchés, et puis on est sur une période de temps long entre les installations en 2018, même 2020, et puis les installations aujourd'hui. Voilà, les coûts ont changé, on est entre 5 et 20 000 € par an par station. Pour le tarage, on tourne entre 12 et 13 000 € par an, à raison de 4 campagnes. Et puis, le coût de la maintenance, on a une trentaine de stations et c'est un coût qui peut très vite évoluer selon les accidents, le besoin de changer de matériel. Là, on est sur un coût moyen quand il ne se passe pas trop de problèmes à l'année sur le curatif. Parce que la maintenance, on a une maintenance au fil de l'eau préventive et puis on a une maintenance d'intervention curative quand il y a des trucs qui ramènent de matériel ou de la casse pour toute autre raison. Donc on est entre 25 et 30 000 € par an, c'est à peu près minimum 1 000 € par station. Et puis pour la supervision des données, ça peut être gratuit. Ça peut être gratuit. Pour Seno, c'était gratuit. Ouais. Pour la supervision Seno, puisque c'était historique et qu'ils avaient En fait, ils ont une supervision automatique. Tous les prestataires, s'il y en a vous lancez là-dedans, parce qu'ils ont besoin de ça, cet outil-là, pour contrôler à distance et en continu l'état de leur station. C'est normal qu'on a mis 0, sinon ça va jusqu'à pour le gros superviseur. Le méga superviseur.
Voilà, donc en fait, on voulait surtout se concentrer sur cette partie et puis on a discuté avec vous et au retour d'expérience aussi sur les difficultés qu'on a rencontrées et qu'est-ce qui reste aux difficultés, qu'est-ce qui a été un petit peu surmonté aussi. D'un point de vue technique et pour le quantitatif, c'est la stabilité de la station. On a essayé au maximum de se trouver sur des ouvrages ou à proximité d'ouvrages, que ce soit seul ou pont. Mais même au droit de certains ouvrages type pont, on a du transport sédimentaire qui a lieu, parfois qu'on n'explique pas toujours aussi, ce qui est parfois qui est très, très temporaire, et parfois voilà, à l'échelle de quelques centimètres, ça change complètement la donnée. Donc c'est la difficulté de maintenir une courbe de tarage viable et surtout d'en connaître les limites. Et c'est ce qui nécessite aussi beaucoup de temps à aller sur place, parce que pour pouvoir borner sa courbe, il faut savoir à partir de quel moment est-ce que les paramètres hydrogéniques, comme ça a été dit par le vrai, changent de contrôle. Donc ça, ce sont les deux premiers points. L'entretien de la végétation, surtout pour la caméra, bon, ça c'est de la maintenance et de l'entretien, et ça va avec l'accessibilité en toute sécurité des stations. Parfois on a la station parfaite, mais on ne peut pas y aller. En tout cas pas accéder au lit. Et puis la réactivité en cas de panne pour la continuité de l'acquisition de données. Quand nous on s'en rend compte, si on n'arrive pas sur le superviseur, ou même si le prestataire en maintenance ne se rend pas compte tout de suite, voilà, ça peut y avoir des délais et des trous un petit peu dans la route. Ça dépend de la panne, parce que parfois on n'a pas la supervision, mais pour autant la donnée elle est accumulée et stockée. Et puis, les délais d'actualisation du superviseur et la transmission en décalé, ça c'est surtout en prévision des crues. Moi, pour le quantitatif, on a vraiment l'urgence et le besoin d'avoir la donnée très vite. Ça c'est surtout pour la prévision des crues. Du coup, pour compléter sur ces difficultés-là, parce qu'il y en a, globalement, il y en a quand même pas mal. Je l'ai dit tout à l'heure, donc il faut souvent gérer beaucoup de marchés différents. C'est vrai, quand on n'a pas trop de notions au début, c'est compliqué de s'y retrouver. C'est compliqué de s'y retrouver déjà pour rédiger un cahier des charges. On ne sait pas trop par quoi commencer. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que si on part de zéro, c'est peut-être pas mal de faire appel à un AMO qui peut nous conseiller aussi pour rédiger un cahier des charges, pour aussi peut-être choisir les sites qui vont bien, parce que c'est compliqué de lancer un appel d'offres si on n'a déjà pas d'idée des sites qui vont bien. Du coup, c'est vrai que nous, quand on est parti de pas grand-chose, on s'est assez vite mis en relation assez naturellement avec la DREAL. Donc on les remercie encore, le service justement hydrométrie nous a conseillé. On est parti c'est vrai qu'au début, sur des cahiers des charges qui avaient des standards qui étaient un peu type DREAL SPC. Donc avec des standards qui étaient quand même assez costauds. Mais c'est vrai que si on cadre pas très bien les cahiers des charges, on se retrouve avec des offres qui sont très différentes en termes de coûts, en termes de type de matériel. En fait, on a des écarts qui sont monstrueux. D'ailleurs là, sur le dernier marché qu'on a lancé, on a des écarts qui sont facilement de 1 à 4, dans des rapports de 1 à 4 sur les coûts, alors qu'on demande le même type d'équipement. On demande un capteur de hauteur d'eau, une caméra, un raccord, une alimentation électrique, quelle qu'elle soit. Mais voilà, selon le type de matériel, bien sûr le raccordement ou pas au réseau, la transmission des données. En fait, les solutions sont techniquement tellement différentes les unes des autres qu'on a des coûts qui sont vraiment très variables. Donc voilà, c'est pour ça que, si la DREAL maintenant propose des formations, c'est peut-être très bien, parce que ça va permettre au gestionnaire peut-être de mieux savoir où il va. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de passer par un AMO, mais voilà, nous on a un peu tâtonné au début. Dans tous les cas, ça reste quelque chose de très technique. Ça demande beaucoup de temps, donc de suivi. Comme l'a dit Anne-Fleur, si on veut bien connaître nos stations, il faut y passer régulièrement, donc il faut bien les connaître. La DREAL est incitée là-dessus aussi.
Si on passe pas régulièrement sur nos stations, en fait, on les voit pas dans des conditions de débit variables, et donc on sait pas trop justement les écarts qu'on peut avoir entre la lecture à l'échelle et puis ce que donne le capteur. En fait, dans tous les cas qu'on internalise on internalise les missions ou qu'on les confie à des prestataires extérieurs, finalement, dans tous les cas, ça demande beaucoup de temps. Et puis, même si on a tendance à tout externaliser, c'est ce qu'on a fait nous, il faut quand même y passer du temps. Enfin, clairement, on a peu de temps à y consacrer. Et, on n'y passe pas assez de temps. Enfin, en tout cas, je parle pour notre service de la prévention des inondations. Idéalement, il faudrait faut qu'il y ait une personne dédiée qui passe une grosse partie de son temps à bien connaître les sites, parce que c'est assez important. Il y a la difficulté qui est liée après à la diffusion de la donnée. C'est vrai qu'on est très souvent sollicité, alors que ce soit par nos membres, donc on a les communes, les élus des communes de notre territoire, des Comcom, qui nous demandent souvent des données, mais on a aussi pas mal de bureaux d'études forcément qui s'intéressent à nos mesures. C'est pas une vraie difficulté, mais ça prend quand même du temps. En fait, il faut répondre aux sollicitations, il faut donner des droits d'accès aux superviseurs, où il faut télécharger les données pour les prestataires. Donc c'est aussi c'est une donnée qui est assez stratégique, donc politiquement il y a aussi ce volet-là où les élus sont pas toujours d'accord. Est-ce que la donnée on la lâche dans la nature entre guillemets facilement, ou est-ce que nous on filtre, voilà. Après, il y a la difficulté liée au conventionnement avec les autres maîtres d'ouvrage. Alors là, ça couvre à la fois les autorisations pour installer les stations, là, ça a été dit déjà. Souvent, les stations, on les appuie sur des ponts. Alors les ponts, ils sont souvent communaux ou départementaux, ou même ça peut être le concessionnaire autoroutier, ça peut être plein de choses. Donc là, il faut avoir les autorisations. Donc ça, c'était une difficulté aussi parce que, par exemple, le département, chez nous, refusait qu'on fasse des trous dans leurs ponts pour aller y fixer, par exemple, des gaines d'alimentation électrique ou pour y fixer des radars. Et puis après, il y a des conventionnements. Là, je l'ai évoqué avec des prestataires qui pourraient nous demander les données. Là aussi, on peut passer par des conventionnements ou pas. Les accès au site aussi, ça peut concerner aussi la partie entretien, maintenance des stations. C'est vrai que si on doit passer par des parcelles privées ou autres, ça demande un petit peu de formalisme. On a eu aussi du vandalisme, pas énormément, mais on a une station sur laquelle on avait toujours des gamins du quartier qui venaient tourner la caméra ou qui venaient... Donc en fait, on a été obligé de mettre des herses sur certains mâts où on avait des caméras parce que ça bougeait tout le temps. Des trucs bêtes, mais après on corrige le tir un peu au fur et à mesure. Du coup, j'essaie de conclure globalement. Donc, on est tous d'accord sur le fait que ces données, elles sont très stratégiques. Et elles sont incontournables en fait pour la connaissance, on l'a dit, générale du fonctionnement des cours d'eau, des évolutions de l'hydrologie liée à l'évolution du climat, pour toutes les études qu'on peut faire sur le territoire, donc forcément on en a tout le temps besoin. Elles sont stratégiques aussi pour l'anticipation des crues et la gestion de crise, que ce soit pour anticiper les crues ou pour faire un retour d'expérience. On est tout le temps en train de se demander qu'est-ce qui s'est passé, et si on n'a pas de données, on est toujours très embêté. On ne l'a pas dit, mais ça sert aussi au calage des modèles hydrauliques, parce qu'on en fait souvent sur nos cours d'eau. Ça permet de évidemment mieux gérer la ressource en eau. Les études de volume prélevable, elles s'appuient énormément dessus. Et puis, dès qu'il y a des discussions sur qu'est-ce qui s'est passé, le niveau d'eau, on a vu une vague arriver, n'importe quelle réflexion, c'est toujours bien que ça s'appuie sur de la mesure, donc on est toujours content de savoir qu'est-ce qui s'est passé à telle heure. Et puis sur les étiages, c'est pareil, en fait, ça permet d'objectiver les situations et puis de prendre du recul dessus.
Mais clairement, voilà, ça demande une grande technicité, donc c'est un métier, comme on dit. Donc ça demande du temps. On l'a dit pour déjà concevoir le projet, faire les installations, mais après pour faire vivre le réseau. Donc on en avait parlé il y a quelques temps avec l'Adréal, mais donc on était venu à... On avait convergé sur cette conclusion-là, qui est en gros, il faut un équivalent temps plein pour 15 stations, en gros. Si on fait des jaugeages en interne, mais en fait, même si on n'en fait pas, enfin, ouais, ça prend du temps quand même, mais il faut quand même un minimum de 2 personnes pour faire des tournées. Et donc c'est difficile de toute façon de descendre en dessous de 2 personnes pour qu'il puisse y avoir un relais en cas d'absence. Et puis donc, comme j'ai dit, voilà, même si on externalise tout, ça prend dans tous les cas beaucoup de temps. Pour le suivi, l'entretien. Et puis oui, donc finalement on retombe sur des choses qu'on a déjà évoquées, mais voilà, pour le choix des sites et du matériel, c'est peut-être bien de se faire conseiller. Alors après, la solution de l'AMO, c'est pas forcément une super solution, enfin c'est à voir, parce que du coup si vous faites appel à un AMO, c'est peut-être un candidat que vous aurez en moins quand vous lancerez votre marché d'équipement par la suite. Pour les jaugeages, la mise à jour des courbes de tarage, c'est pareil. Enfin, voilà, on l'a dit, il y a beaucoup de techniques différentes. C'est bien d'avoir une expérience et une expertise dans ce domaine-là. On se heurte souvent à pas mal de difficultés techniques aussi. Et puis, ouais, après, c'est peut-être bien aussi du point de vue de la connaissance sur le long terme des sites de ne pas changer de prestataire trop souvent, parce que, enfin, on l'a fait aussi. C'est peut-être bien de... Bon, après, on est aussi soumis au code des marchés publics, donc on est obligé de remettre en concurrence régulièrement, mais c'est toujours mieux si on a un prestataire qu'on garde pendant des années et puis qui connaît les sites, parce que forcément, c'est un critère important pour faire du bon travail. Et puis toute la question de la gestion, de la diffusion des données, c'est aussi un métier. Donc la supervision des données, leur interprétation, tout ce qui relève de la critique des données, ça en fait clairement on le fait pas, enfin on le fait peu. Alors soit c'est nos prestataires, on leur demande de le faire, mais voilà, soit ils le font, soit nous en général on ne prend pas le temps de regarder dans le détail les données, ou alors on fait une rétrospective en fin d'année, mais voilà, c'est aussi du temps à consacrer sur la qualité de la donnée. Et donc dans tous les cas, ça suppose un coût assez élevé. Donc j'ai vu qu'on avait des retours assez différents sur les coûts, enfin, notamment sur la maintenance, mais nous, on considère que c'est assez cher. Ouais. Grosse, ce qui sortait de l'étude de 2008 de la CNR. Ouais, ok. J'ai pas été regarder moi. Ouais. Sur l'installation des stations, on était à peu près raccord avec l'Adréal, donc on va dire 10-15 000 euros par station à l'installation, c'est plutôt l'ordre de grandeur. Et puis après, sur la maintenance, là ça dépend des aléas un peu climatiques, et ça dépend un peu la caisse qu'on a, mais pour l'instant on tourne autour de 1 000 euros par an par station. Donc après c'est... Oui, voilà, après plus il y a de matériel et plus on a des problèmes, globalement. Et puis après, il y a le coût du temps à passer. Donc soit c'est un coût internalisé parce qu'on a recruté quelqu'un qui s'occupe que de ça, ou soit on passe par des prestataires, mais dans les deux cas, ça a un coût, quoi. Voilà, merci de votre attention. Merci à tous les deux. Je ne sais pas si vous avez un micro. Ah oui, on a du temps pour des questions. Oui. Alors, Cynthia Sorio du département de la Savoie. J'ai une question sur le partage de la donnée. Du coup, vous disiez que vous n'avez pas forcément le temps de l'analyser. Mais par contre, votre superviseur partenaire. Pour le prévicru, c'est toi Cyril Soireux, mais nous, il dit qu'on a besoin d'analyser, mais notre prestataire qui fait le tarage, on a une liste de validité, il valide ou invalide, enfin il nous donne les bornes de validité de la courbe de tarage, en plus il a l'historique aussi, enfin c'est ce que... par an, finalement, on n'a pas tant de données de jaugeage que ça. C'est 4 campagnes, donc ça fait quand même... Et si on fait des choix d'aller un peu explorer le haut de la courbe, un peu le bas,
il analyse aussi le nuage de points au global historique pour voir l'évolution de la courbe. Donc on a un retour critique technique sur la validité de notre donnée. Et après, quand on nous demande de la donnée et qu'on la diffuse, parce que pour l'instant on n'a pas une diffusion en direct sans contrôle, sauf si je me trompe, on met toujours des alertes aussi, on regarde, on demande à ce qu'on nous précise l'échelle de temps sur lesquelles ils veulent la donner. Nous, on s'assure qu'il n'y ait pas eu de dépassement de courbe ou autre, et puis on les informe que voilà, la donnée qui dépasse tel débit est affichée à temps, et la prendre avec, soit ne pas l'utiliser, soit la prendre avec beaucoup de précautions, parce que la courbe, elle n'est pas viable pour tout et tout le temps. Parce que votre superviseur, pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de mettre le statut de la donnée dans votre superviseur. Non. Je ne sais pas si c'est une question de capacité, pas. en tout cas on ne le fait pas. Ouais, je pense et qu'on puis là, peut, en plus, mais- on est en transition, alors c'est vrai qu'on reste sur un superviseur assez sobre. De toute façon, il n'y a que nous qui l'utilisons. En réalité, le superviseur, il est pas, on ne le rend pas public, je crois. Ça, c'est une discussion qu'on a avec nos élus là, depuis pas mal de temps. Jusque-là, ils n'étaient pas chauds pour mettre à disposition la donnée au grand public, en tout cas, même déjà à tous nos membres. Mais là, les dernières discussions qui ont eu lieu, elles concluent plutôt à un partage de la donnée, à ouvrir l'accès au superviseur. Alors après, on aura peut-être des accès restreints à certains types de données. Mais je pense que la qualification, la qualité de la donnée, on peut la mettre en fait. Après, est-ce qu'on a forcément toutes les infos pour renseigner ça Comme pour oui, l'instant, peut-être. c'est nous qui faisons le filtre. On ne l'affiche pas sur le superviseur. Après, peut-être que sur le gros superviseur, il y aura données traitées, non traitées, j'en sais rien. Techniquement, c'est sûr que c'est possible. Après, c'est juste, il faudra qu'on prenne le temps de le faire. Et après, vous avez compris, il y a une grosse différence entre la mesure des étillages, là, sur laquelle on met beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de jaugeage régulier, du coup la qualité est plutôt bonne. Et puis après, la mesure des débits de crue, où là, techniquement, c'est déjà beaucoup plus compliqué d'avoir une courbe de tarage qui soit valide dans les gammes des hauts débits. Et puis, ça a un peu moins d'importance de savoir si on a à 20 ou 30% près, si on était à 800 ou 1000 mètres cubes par seconde. C'est moins important, on va dire, un peu moins que sur les étillages. En tout cas, techniquement, c'est compliqué. Mais en tout cas, quand on diffuse la donnée aux prestataires, on leur dit qu'on a assez peu de jaugeage, et donc la qualité, elle est plutôt moyenne, quoi. Et puis sur le superviseur actuellement qu'on a, avant le gros superviseur, notre prestataire qui fait la courbe de tarage, tous les ans, régulièrement dans l'année, il lui redonne les équations avec les changements, s'il y a eu changement de facteur de contrôle. C'est pas le bon terme, mais et puis c'est lui qui réenvoie la donnée actualisée. Donc la donnée qui est sur le superviseur, elle est associée à la courbe en vigueur au temps de collecte. J'avais une question sur la fréquence de passage. Donc la GM, vous avez dit que vous partiez tous les 4 à 6 semaines. Et vous passez, vous avez une vacance préventive tous les 6 mois, c'est ça. Et puis moi, c'est vrai que après, je viens d'arriver dans le syndicat aussi, donc c'est un moyen aussi pour moi de parcourir le territoire et de mieux connaître les cours d'eau, mais je passe entre ces stations-là, entre ces deux passages semestriels, ce passage semestriel plutôt. Il se trouve que globalement, je nettoie régulièrement des échelles d'IMI, mais en réalité, le reste fonctionne plutôt pas trop mal d'expérience. Je crois qu'on a peu de soucis. Et après, c'est nous, d'un coup, on voit que sur le superviseur, on n'a plus de remontée de données, on les alerte. Et le passage semestriel, il peut aussi bouger dans le temps s'il y a besoin. Mais oui, on passe moins que... Finalement, on passe moins qu'à... Cette année, je suis passée à peu près tous les mois, mais parce que je viens d'arriver, je ne sais pas si j'aurai l'occasion après dans l'emploi du temps de mon petit adversaire. Et du coup, ce serait quoi les recommandations des BEM? Vous avez charge de hygrométrie, c'est grosso modo 4 semaines. Ça dépend du fixe. Et c'est que en connaissant l'environnement de l'impression que tu as fait un peu de bouillie au sol. Optimal.
des stations sur lesquelles moi j'allais plus souvent que d'autres pour pas faire le circuit complet sur la totalité du bassin. Mais parce que là, on suivait la stabilité d'une station et aussi observer un peu le clapot devant la ligne parce que ça changeait beaucoup. Mais ça dépend, c'est comme vous disiez, ça dépend des stations et ce qu'on cherche à contrôler. Après, il y a d'autres qui sont beaucoup plus stables et on s'en a beaucoup besoin. Est-ce que vous êtes satisfait des équipements de mesure sur vos cours d'eau torrentiels, notamment au flux, avec le transport de matériaux de flottants? Est-ce que, aujourd'hui, avec le recul de quelques années que vous avez sur les équipements radar, ça vous appuie en flux et c'est ce que vous allez équiper pour les petits équipements? Sur le volet, enfin, sur les cours d'eau torrentiels où il y a pas mal de transport solide ou d'embarque, enfin, on n'a pas de problème de flottant. Enfin, nous, on n'en a pas eu. Après, c'est sûr que les fonds ils sont assez mobiles, donc oui, ça bouge un peu. Alors après, pour ce qui me concerne, nous, on n'a pas fait suffisamment de... C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on est... Pour les stations qui ont pour objectif d'anticiper les crues, on sait qu'on n'est pas bon sur les petits débits, en fait. Donc en fait, c'est pas trop ce qu'on cherche. Même si le fond du lit bouge et puis même que le radar, à la limite, il vise un banc de matériaux en basse eau, pour nous, c'est pas grave. Enfin, on regarde surtout les hautes eaux. Donc, en fait, on n'a pas trop cette limite-là. On s'est pas dit, ah bah non, le site est mauvais parce que le fond de lit bouge un peu. On n'a pas non plus des fonds de lit qui changent complètement. On n'a pas des engravements de 1 mètre sous les radars. Mais en fait, comme je le disais jusque-là, notre objectif, c'est surtout de mesurer de la hauteur. Et en fait, ces hauteurs-là qui correspondent à des seuils de mise en charge ou débordement, où ils sont un peu indépendants de ce qui se passe au fond du lit. Donc voilà, si on peut avoir du débit de qualité, c'est tant mieux, mais finalement, comme ce n'était pas l'objectif numéro 1, on va dire que sur les cours d'eau torrentiels, alors après, il y a... Enfin, en tout cas, pour cet objectif-là, c'est pas hyper limitant, donc on est plutôt content des sites. En fait, on n'a pas grand-chose à redire. Là encore, on avait demandé après coup un avis à l'Adréal sur nos sites, comme on les avait installés. Effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits problèmes justement à cause de la distance qu'il y avait entre le capteur et l'échelle. Par exemple, des fois, on visait pas, enfin, on n'était pas au même endroit, on avait des petits écarts de mesure, donc ça, c'était pas optimal, mais on ne s'est pas rendu compte de choses vraiment très problématiques, quoi. Donc on n'a pas remis en question les sites. Après, je sais pas sur... J'avais une question, mais j'y avais répondu. En fait, on a clairement, ça c'est un choix de ne pas du tout aller sur le bi-objectif quanti prévicru. On va pouvoir le faire sur une station, là, à Cluse, à Langlaine, mais c'est canalisé, bétonné. Voilà, on a le cas parfait. Pour le reste, pour optimiser le plus de paramètres possible pour avoir une bonne station, on a clairement différencié les objectifs prévicru et quanti, parce que cumuler les deux, c'est... Du coup, ce que je comprends pas bien, c'est que vous avez un réseau de hauteur, mais qui est utilisé pour la prévision, le calage des modèles. Non, en fait, c'est surtout pour déclencher de la crise. Enfin, voilà. C'est pas de la prévision. C'est pas la prévision. Non. C'est pour faire de l'alerte, en fait. Si, c'est pour, voilà, en temps réel, constater que les niveaux dépassent des seuils qui sont dangereux. Non, c'est pas la prévision, ouais. Et est-ce que vous couplez cette alerte de prise du flux avec l'alerte des pluviaux, éventuellement, sur ce bassin? Du coup, nous, on n'a pas installé de pluviaux. On n'en a pas encore. En fait, on s'était posé la question à une époque, mais en fait, on a déjà largement de quoi s'occuper avec la mesure de débit. En fait, on a laissé ça de côté. C'est quelque chose qui va être étudié dans un temps plus long, ou c'est pas forcément une volonté parce que, admettons, vos stations hydro permettent elles sont assez loin des enjeux. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Globalement, on les a positionnés pour avoir quand même une certaine anticipation qui est plutôt suffisante.
Ben, en fait, idéalement, si vraiment on veut gagner en anticipation, il faudrait installer des pluviaux. Le problème, c'est qu'il faudrait en mettre beaucoup. Et puis, alors là, les questions d'accès, d'entretien, là, ça devient vite très compliqué. Il y en a peut-être du réseau Roma sur votre... Oui, on en a un peu, oui. On en a un petit peu. Et puis après, on n'est pas trop mal doté. On a quand même des stations Météo France. Il y en a quand même. Il y a des stations EDF aussi sur lesquelles on avait un conventionnement avec EDF. Donc on avait quand même accès à de la donnée temps réel sur la pluvio. Et on avait quand même quelques pluvios. Ça nous aidait quand même. Si, ouais. Donc du coup, en fait, on a un superviseur dans lequel on avait accès à ces données-là de pluie Météo France et EDF. Et ça permettait de compléter aussi l'observation des débits. Et puis donc voilà, on n'a pas lieu finalement de compléter le réseau avec des stations qui seraient SM3A en fait. Est-ce que vous avez des astreintes et si oui, est-ce qu'elles sont calées sur des seuils de stations ou sur la pluie d'eau? Oui, alors du coup c'est plutôt comme ça que ça se passe. Alors c'est des astreintes mais qui restent encore basées sur le volontariat chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas des astreintes H24 tous les jours de l'année avec des gens qui se relayent comme ça dans un planning. Donc effectivement, quand il y a un événement qui s'approche, en général, oui, on est plutôt sur des seuils comme ça de pluie sur lesquels on dit bon bah là, ok, on annonce tant de lames d'eau. Là, on va demander en fait aux techniciens qui sont sur ce domaine-là de bien vouloir se mettre en astreinte. En fait, c'est basé encore sur le volontariat. Donc ils sont indemnisés pour ça, mais par contre, si tout le monde a décidé de partir voir la famille à Noël, potentiellement, il n'y a plus personne. Jusque-là, c'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours des gens qui restent en local, et puis voilà, jusque-là, les gens, ils jouent le jeu, mais voilà. Mais effectivement, ça se passe comme ça, ouais. C'est plutôt sur des critères de prévision de précipitation. L'urmania du Civic, est-ce que... Donc c'est une question qui vous est destinée, peut-être d'autres collectivités ont un retour là-dessus. Est-ce que vous utilisez ou vous avez envisagé d'utiliser des capteurs low cost, type les petits capteurs là, qui disent il y a de l'eau, il n'y a pas de l'eau? Je pense notamment au contrôle et à la surveillance des systèmes d'endiguement, où on cherche à savoir est-ce qu'on atteint une certaine cote. Bon, voilà, est-ce que vous utilisez ce genre de... Non, du coup on y avait pensé, ouais, effectivement, à venir sur des trucs hyper basiques comme ça, mais en fait non, on a demandé là, dans nos cahiers des charges un capteur de hauteur, donc qui soit Précio ou radar, ou voilà. Mais non, on a demandé de la mesure de hauteur. Et donc du coup, et on a demandé aussi qu'il y ait un système qui puisse déclencher des alertes sur dépassement de seuil de hauteur. En fait, c'était ça le besoin qu'on a exprimé, quoi. Donc ouais, on aurait pu faire plus basique, mais non, on fait la mesure de hauteur quand même. Ouais. Vous évoquiez la transmission par le réseau LoRa. Du coup, il y a un réseau existant à l'échelle départementale où il y a d'autres collectivités, ou c'est vous qui installez vos antennes? Non, il y a déjà un réseau préexistant sur le territoire. Alors, on se greffe dessus, et après, si vraiment on ne capte pas le réseau LoRa, il y a ce qu'ils appellent des passerelles. Là, c'est des sortes d'antennes en fait, qui permettent de faire relais, donc qui sont positionnées un petit peu à distance de la station et qui permettent de faire relais pour renvoyer sur le réseau existant. Mais en fait, on a un réseau qui est déjà bien déployé pour d'autres besoins des collectivités, sur d'autres domaines. Ouais. Et puis en fait, ça, on s'est rendu compte que, donc du coup, le prestataire qu'on a retenu là pour équiper nos systèmes d'endiguement, il s'appuie sur cette technologie-là et en fait, il arrive à des coûts qui sont bien plus bas que les autres en fait. Donc c'est les radars qui émettent directement les mesures sur le réseau LoRa. Donc on n'a pas de centrale d'acquisition en fait. C'est plus léger en fait comme équipement.
Et alors, du coup, on n'a pas de recul dessus puisqu'on est en train de les installer, mais sur le papier, ça a l'air bien, quoi. Voilà.